On connaît tous un peu ça, hein. Ce coup de mou, la batterie à plat, parfois on ne sait pas trop pourquoi. Ou alors on aimerait juste avoir un peu plus de jus pour finir la journée, ou même juste l'heure qui suit. Et bon, souvent les réponses qu'on entend, c'est l'âge, c'est le stress, c'est dans la tête. Ça nous aide pas vraiment, quoi. Et si en fait la clé de notre énergie, elle était cachée, au cœur même de nos cellules, dans un mécanisme assez fou finalement. Aujourd'hui, on va explorer comment notre corps fabrique son énergie et surtout comment une molécule bien précise, le glutathion, qu'on produit nous-mêmes, est vitale pour protéger tout ça. Le truc étonnant, c'est que ce qui nous donne de l'énergie peut aussi menacer nos propres usines à énergie. Pour cette discussion, on s'est plongé dans pas mal de documents. Des recherches scientifiques, des explications assez pointues, des transcriptions aussi pour essayer de bien saisir le mécanisme au niveau moléculaire. Notre but, comprendre pourquoi cette molécule est si importante pour notre énergie au quotidien. Alors, allons-y. Décortiquons ça ensemble. Comment ça marche, cette mécanique interne? Bon, pour commencer, ce qui ressort des documents, c'est un lien assez net, hein. Des études montrent qu'un bon niveau de glutathion serait lié à de meilleures performances physiques, mentales et même apparemment sur la qualité du sommeil. Ça colle pas mal avec ce besoin d'énergie que beaucoup ressentent, non? Oui, tout à fait. Et ce lien, il est vraiment significatif. Le glutathion, c'est pas juste une molécule comme ça, perdue au milieu des autres. Elle joue un rôle central pour qu'on puisse fonctionner au mieux. La fatigue chronique persistante, c'est quelque chose de très très courant. Et ce que les sources nous disent, c'est qu'il faut parfois regarder plus loin que le comportement ou le psycho. Il faut considérer ces facteurs biochimiques fondamentaux. Il y a souvent une vraie raison cellulaire derrière ce manque d'énergie ressenti. D'accord. Donc, pour piger cette logique cellulaire, faut descendre au niveau de la cellule. On sait, bon, les cellules, c'est la base de tout dans le corps, et dedans, il y a plein de petits éléments. Mais celui qui nous intéresse là, c'est là, la centrale énergétique. C'est où que ça se passe, la production d'énergie? Alors, cette production d'énergie, elle se déroule dans ce qu'on appelle les mitochondries. Ce sont des petits organites essentiels, présents dans quasiment toutes nos cellules. On les compare souvent à des centrales électriques miniatures et franchement, l'image est assez bonne. Leur job principal, c'est de transformer ce qu'on mange, les sucres, les graisses, en énergie que la cellule peut utiliser direct. L'ATP comme on l'appelle. Et j'imagine qu'il n'y en a pas le même nombre partout. Les documents parlaient de variations. Ah oui, absolument. Leur nombre peut varier énormément selon les besoins du tissu. Une cellule de muscle, par exemple, ou une cellule du cerveau, très active, elles peuvent en avoir des centaines, voire des milliers. Par contre, une cellule plus calme, métaboliquement parlant, elle en aura beaucoup moins. L'important à retenir, c'est que sans mitochondries qui tournent bien, la cellule, elle manque de carburant pour faire son travail. Et si on regarde ça de plus haut, l'énergie de tout notre corps dépend de l'efficacité de ces milliards de petites usines. Logique. Mais produire de l'énergie, même si petit soit-il, ça a un coût, non? Les sources utilisaient l'analogie du moteur. Oui, c'est une excellente analogie, ça. N'importe quel processus qui transforme de l'énergie, que ce soit un moteur de voiture ou nos mitochondries, ça génère des sous-produits. Des déchets, quoi. Dans le cas des mitochondries, cette transformation intense, elle produit de l'énergie, l'ATP, oui, mais aussi de la chaleur et surtout des molécules qui peuvent être dangereuses, les radicaux libres. C'est un peu la conséquence inévitable quand on utilise l'oxygène dans ce processus, la respiration cellulaire, on appelle ça. Ah, les fameux radicaux libres. On en entend parler partout. C'est quoi exactement le souci avec eux? Dans la cellule, et pour les mitochondries en particulier? Le problème, c'est qu'ils sont chimiquement instables, très réactifs. Ils cherchent à tout prix à réagir avec d'autres molécules pour se stabiliser. Un peu comme des boules de flipper qui tapent partout. Et ces chocs, ça peut abîmer des composants vitaux, les protéines, les membranes des cellules, même l'ADN. Et, point crucial pour nous aujourd'hui, ils abîment les mitochondries elles-mêmes, celles qui produisent l'énergie. C'est ça, le stress oxydatif. Ah ouais? Donc, la centrale énergétique se fait attaquer par ses propres déchets? C'est ça, le paradoxe dont on parlait au début. Exactement. C'est un cercle vicieux potentiel. La production d'énergie crée des radicaux libres Hmm. qui abîment les mitochondries, qui du coup deviennent moins efficaces, produisent moins d'énergie et potentiellement en plus génèrent proportionnellement encore plus de radicaux libres. C'est comme un moteur qui surchauffe, qui s'encrasse, il perd en puissance et risque la panne, quoi.
Les mitochondries abîmées, elles peuvent ralentir, fuir plus de radicaux libres et même déclencher l'autodestruction de la cellule si les dégâts sont trop importants. Oula, c'est pas très réjouissant comme tableau. Comment la cellule fait pour pas s'autodétruire en permanence alors? Il doit y avoir une protection, j'imagine. Heureusement, oui, la cellule a des systèmes de défense antioxydants très très malins. Et au cœur de ce système, on trouve notre molécule star du jour, le glutathion. Les sources le qualifient souvent d'antioxydant maître de la cellule. Et ce titre, franchement, il est mérité. D'accord. Alors, concrètement, il fait quoi, ce gardien? C'est quoi son rôle face à ces radicaux libres et à cette menace de surchauffe des mitochondries? Le glutathion, il agit à plusieurs niveaux clés. D'abord, au niveau moléculaire pur, il peut neutraliser directement les radicaux libres. Il leur donne l'électron qu'ils cherchent si désespérément, et hop, il les rend inoffensifs avant qu'ils fassent des dégâts. Comme un bouclier chimique, en gros. S'il n'y a pas assez de glutathion pour intercepter ces molécules réactives, les dégâts s'accumulent. Ok, il neutralise les déchets. Et pour l'histoire de surchauffe, ou l'efficacité de la mitochondrie elle-même. C'est le deuxième point super important. En limitant les dommages causés par l'oxydation aux structures de la mitochondrie, le glutathion aide à maintenir leur intégrité, leur bon fonctionnement. Il aide à ce que la production d'énergie se fasse de manière plus propre, plus contrôlée, disons. On peut le voir un peu comme un agent qui aide à refroidir le système en évitant les dégâts qui mènent à la surchauffe et à la baisse de régime. Il permet aux mitochondries de continuer à tourner de manière optimale et sur la durée. C'est pour ça que les sources insistent. Il est essentiel. Les mitochondries dépendent vraiment de lui pour bien faire leur travail sans se griller elles-mêmes. Je vois, je vois. Donc, si je résume un peu. Pas assez de glutathion, les mitochondries se prennent les attaques de leurs propres déchets toxiques, elles s'abîment, elles ralentissent, et paf, la production d'énergie chute. C'est ça qui pourrait expliquer au niveau cellulaire cette sensation de fatigue, de manque de pêche. C'est exactement ça le lien logique qui émerge des infos qu'on a consultées. Une carence, même si elle n'est pas énorme en glutathion, peut mener à un dysfonctionnement progressif des mitochondries. Moins d'énergie produite dans les cellules, ça veut dire moins d'énergie dispo pour les tissus, les organes, les muscles, le cerveau, le système immunitaire. Et ça peut se traduire par plus de fatigue, une récup plus lente, moins de concentration, bref, une baisse de la vitalité générale. Et à l'inverse, j'imagine, avoir des niveaux corrects de glutathion, ça permettrait aux mitochondries de mieux encaisser le choc. Précisément, quand les niveaux de glutathion sont suffisants, les mitochondries sont mieux protégées. Elles peuvent maintenir une production d'énergie efficace, constante, parce que les systèmes de nettoyage et de protection tournent bien. Elles fonctionnent à plein régime, mais de façon contrôlée, sans surchauffe, sans s'encrasser trop vite. Donc le lien est direct. Un bon statut en glutathion, ça favorise une production d'énergie optimale dans la cellule, ce qui soutient la vitalité de tout l'organisme. Ça amène une question assez évidente alors. Notre corps fabrique ce glutathion, on est d'accord, mais est-ce que c'est toujours assez? Et est-ce on peut jouer là-dessus? C'est une excellente question, ça. Oui, le corps produit son propre glutathion, naturellement. C'est un processus interne de base. Mais la capacité de production, elle peut varier. Avec l'âge, l'alimentation, le niveau de stress oxydatif qu'on subit, la pollution, les infections, le sport intense, tout ça. Il peut arriver que la demande en glutathion dépasse ce que le corps arrive à fabriquer. D'accord. Et dans ce cas-là, on peut faire quelque chose pour aider le corps? Les sources parlaient de précurseurs. Ça veut dire quoi exactement? Alors, un précurseur, ici, c'est une substance que le corps peut utiliser comme matière première pour fabriquer lui-même le glutathion. Le glutathion, c'est une petite molécule faite de 3 acides aminés, la cystéine, la glycine et l'acide glutamique. L'idée, derrière le fait d'utiliser un précurseur naturel spécifique, c'est de donner au corps assez de ces briques essentielles, surtout la cystéine, qui est souvent le facteur limitant, pour qu'il puisse optimiser sa propre production. Le but, c'est pas d'amener du glutathion tout fait de l'extérieur, ce qui est d'ailleurs compliqué pour l'absorption, mais plutôt de soutenir la capacité naturelle du corps à le fabriquer. On renforce le mécanisme interne, quoi. D'accord, c'est plus clair comme ça. On aide le corps à faire son propre boulot, mais mieux. Bon, si on devait résumer l'essentiel de tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? L'idée principale, je dirais, c'est que notre énergie de tous les jours dépend vraiment de la santé de nos mitochondries, ces milliards de mini-centrales dans nos cellules. Et la santé de ces mitochondries, elle dépend de façon critique du glutathion, cet antioxydant majeur qui les protège des déchets toxiques de leur propre fonctionnement.
C'est un équilibre délicat mais fondamental. Donc ce mécanisme tout petit, microscopique, a des effets très concrets sur comment on se sent, notre vitalité, notre capacité à assurer au quotidien. C'est pas juste une question de volonté, il y a une vraie biologie de l'énergie derrière tout ça. Tout à fait. Ça remet la sensation de fatigue ou de manque d'énergie dans une perspective biologique, fondamentale. Le bon fonctionnement de nos cellules, soutenu par des protections efficaces comme celle du glutathion, c'est la base de notre bien-être général. Ça va bien au-delà de juste se sentir en forme. C'est la machinerie de base qui permet à tout le reste de tourner. C'est un- ouais, c'est éclairant comme perspective. Pour ceux et celles qui voudraient creuser un peu plus ce sujet qui est passionnant, on met un lien vers des infos complémentaires dans la description, basées sur les documents qu'on a utilisés. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Si l'efficacité de nos moteurs internes protégés par le glutathion est si liée à notre niveau d'énergie, quels autres aspects de notre santé, de notre bien-être, la clarté mentale peut-être, la résistance au stress, voire le vieillissement pourraient être aussi intimement liés à cet équilibre microscopique? Qu'est-ce que cette connexion profonde entre nos cellules et notre vitalité nous dit sur l'impact de nos choix de vie sur la santé, au cœur même de notre biologie?